Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mon invité cette semaine est Gaëlle Schwann. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. J'ai découvert le travail de Gaëlle Schwann quand j'ai commencé à m'intéresser à l'écoféminisme, mais si je me suis renseignée sur la pensée de Gaëlle, je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà rencontré physiquement son travail plastique. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, elle fait partie des artistes dont la pensée est nécessaire, car ses œuvres s'inscrivent dans des dynamiques intersectionnelles qui, comme vous le savez, me sont très chères. C'est pourquoi je suis ravie qu'elle ait accepté d'être mon invitée pour ce 20e épisode de Présente. Bonjour Gaëlle, et merci de me recevoir dans ton atelier à Pantin. Bonjour. Comme je le disais, tu as un travail qui me semble intersectionnel. Tu dis d'ailleurs de tes œuvres qu'elles sont hybrides et polymorphes, mais surtout qu'elles sont métissées. Et je crois que l'explication que tu apportes à ce terme, c'est que tu es fondamentalement empreinte de l'envie de ne pas rentrer dans des cases, car celles-ci sont excluantes et découlent directement de notre passé colonial. Tu dis assez bien les choses, je n'ai rien à rajouter. Je reprends tes mots un peu, je triche, je t'avoue. Voilà, effectivement, cette idée, finalement, elle est venue très, très, très vite dans ma pratique après les Beaux-Arts, en fait. Mm-hmm. Quand j'ai décidé de m'accepter, d'accepter mes imperfections, parce que j'ai eu des moments assez difficiles, en fait, aux Beaux-Arts, où vraiment... Je me sentais pas à l'aise par rapport à aussi la manière dont on m'enseignait l'art, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit bien fait. On exige en fait une qualité plastique qui relèverait d'une manière de bien faire, de manière industrielle même. Et finalement, j'ai dû réapprendre ou désapprendre finalement tous ces principes, faire une sorte de gros fuck à tout ça en disant mais attends en fait j'y arrive pas en fait. Donc et finalement c'est comme ça que c'est venu même l'idée de l'erreur, du mal fait, ou en tout cas de cette façon de faire avec le cœur et qui existe, et qu'en fait que tu aimes ou que tu n'aimes pas, j'existe et elle existe, plutôt que d'essayer de faire comme dans une mouvance ou une manière, dans un état d'esprit ou une bonne manière de faire liée à un mouvement ou liée à des idéologies. Du coup, ça a un impact très très tôt sur ma manière de faire de l'art, et finalement donc finalement j'ai plus de limites, c'est-à-dire que tu t'inscris plus dans un cadre prédéfini, mettons. En fait, mon esprit, ma pensée est vraiment le prolongement de mes sculptures, de mes gestes. Je dis même, et ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que les expositions sont le prolongement de l'atelier. Donc en fait, c'est simplement des moments, des états qui sont posés là et qui vont évoluer, qui vont se défaire, se développer. Et donc en fait, il n'y a ni fin ni début finalement. Et tout ça, c'est finalement le fait de ne plus avoir de limites crée donc comme un écosystème qui se déploie, et on n'a plus à catégoriser les choses parce que ça n'a plus de sens en fait. Et en fait, je me rends compte avec le temps et dans une analyse parallèle sur ma pratique que c'est inhérent à ma manière de penser le monde, et que finalement c'est juste une expression de ma pensée qui est mise en œuvre dans mes installations. Et c'est notamment pour ça que je me suis permise de te proposer de faire un épisode de Présente, bien que je n'ai pas vu ton travail plastique, tu vois. Et je pense que je l'aurais peut-être pas fait avec tous les artistes.
Mais je me suis dit que... Enfin, j'ai eu la sensation de le sentir, tu vois, que tes pièces plastiques étaient aussi un prolongement de ta pensée, de manière beaucoup plus forte que chez d'autres artistes, par exemple. Donc... Alors, ça, c'est une vraie question parce que finalement, il y a certaines pièces qui restent encore un petit peu photogéniques. Ouais. Mais dans l'ensemble, les gens qui n'ont pas vu mon travail n'ont pas la même attitude que ceux qui l'ont vu. Parce qu'en fait, c'est une expérience. Et c'est là qui va être aussi la chose la plus déterminante finalement dans mon travail et dans cette pensée décoloniale. C'est le fait d'être dans l'émotion, être dans une expérience physique qui engage le corps, où on passe de petits détails à de très gros ensembles, où on va manquer des choses, où certaines choses vont être vues et d'autres non, en fonction de ta subjectivité, de ton rapport au corps, où moi je demande un vrai engagement aussi des spectateurs, en tout cas des regardeurs, et qu'ils ne soient plus que simplement que regardeurs, mais qui a un vrai engagement physique en fait. Et du coup, ça change vraiment... c'est presque une volonté de ma part que mes installations soient la plupart du temps, et même pour moi, c'est un peu une règle d'or, toujours dans des multi-perspectives, qu'il n'y ait jamais un point de vue. Et c'est aussi ce qui est le prolongement de ma manière de... en tout cas d'envisager le monde, et en tout cas avec la multitude de personnes qui vivent sur cette terre, on a autant de points de vue que de personnes. Bien sûr. Et du coup, c'est exactement ça que je mets en place dans les installations, ce qui fait que c'est impossible à photographier, vous imaginez. Oui, bien sûr. Mais c'est ça, c'est ce que tu disais dès le début d'ailleurs, que... c'est tout ton processus en fait de la sortie des Beaux-Arts jusqu'aujourd'hui, c'est de te dire qu'en fait ce qu'on a essayé de t'apprendre, de t'enseigner, c'était aussi un point de vue qui se voulait, soi-disant universel en fait, et que tu t'es extirpé de ça finalement, et d'où le fait peut-être aussi que tu parles d'œuvres hybrides, polymorphes et donc métissées, quoi. C'est de se dire en fait qui m'apprenait ce qu'était l'universalisme entre guillemets, quoi, et ce qui était le beau, ce qui était Oui, après il faut pas se leurrer, il faut pas être naïf, c'est-à-dire que ce que moi je promeux aussi, c'est quelque chose d'inclusif, c'est-à-dire que je me suis inspirée, j'ai forcément pris une part de ce que j'ai eu comme enseignement, je l'ai détourné, mais c'est un peu comme l'anthropophagie culturelle, quoi. C'est-à-dire qu'on ingurgite, on digère et on mélange les choses pour en faire quelque chose de nouveau, une troisième chose qui émerge, qui est ma présence au monde mêlée à différents effectivement point de vue peut-être qui promeut plus un universalisme. C'est vrai que je me sentais assez seule moi à l'époque dans mes recherches et d'ailleurs je cite Marie Voignier qui à l'époque m'a été un réconfort pour moi mais voilà, je pense que c'est un petit peu cette idée que j'essaie de partager dans mon travail, c'est cette idée d'hybridation, c'est ne pas rejeter, c'est de prendre ce qu'il y a de bon dans tout ce qui existe en fait, et de le mêler, le mélanger et d'en faire quelque chose qui devienne nouveau et qui soit une nouvelle pensée, une nouvelle forme, quoi, en fait. Dans tout ton travail, on remarque que tu tâches de bousculer les stéréotypes, de déconstruire notre rapport au monde finalement. Par exemple, là où dans nos sociétés contemporaines et occidentales, les sentiments sont vus comme des failles, des faiblesses, comme des choses qu'on devrait dompter. On dit d'ailleurs qu'il faut se ressaisir quand on ressent une sensation très forte. Toi, à l'inverse, tu revalorises tout cela, notamment en créant un temple dédié à l'amour. Oui, tout à fait, tu le dis assez bien. C'est effectivement les sociétés patriarcales, ce sont des sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, dirigées par des hommes. Donc, vu que cet
attitude masculine est prédominante, même les femmes ont maintenant une attitude qui pour se défendre et pour survivre aussi dans ce monde-là, très masculine, et ce côté masculin est plus lié à l'organisation, plus lié à quelque chose de très rationnel, de planification, de mise en application. On en a besoin, mais finalement, il ne faut pas nier, et en tout cas, ce que j'essaye aussi de faire transparaître au travers de mes œuvres, et aussi quand je parle de ma pratique, c'est ce côté féminin qu'on doit rééquilibrer avec le masculin. Et pareil, on ne doit pas éliminer le masculin. En fait, on doit retrouver un équilibre qui est cet équilibre féminin qui est plus lié à finalement quelque chose de plus doux. Ouais. Mais en disant ça, t'as pas peur d'essentialiser finalement le... C'est par exemple, tu vois, je parlais d'écoféminisme dans mon lancement. Et l'écoféminisme, c'est par exemple une notion qui parfois est critiquée du fait qu'on lui prête une volonté justement d'essentialiser la femme, enfin tu vois... Comment tu vois les choses par rapport à ça ? Là, je schématise parce que on doit parler assez rapidement, mais effectivement, justement, moi, je me sens profondément, finalement, je me sens profondément homme, femme, en même temps, je pense qu'on va prolonger ces questions liées au genre, et je pense qu'il n'est pas question de réduire la femme à la douceur et l'homme à l'organisation. Je parle aussi en termes très spirituels. Ce côté yin et yang, si on veut, en fait. C'est dans ces termes-là que je le définissais. Mais en termes socioculturels, je pourrais dire, évidemment, il faudrait ou en tout cas, ce qui serait souhaitable, ce serait qu'on rééquilibre en tout cas des forces, et qu'on ne soit plus dans une catégorisation, mais que tout ça préexiste ensemble et se mêle. Oui, et peut-être même aussi arrêter finalement de ce rejet du sensible, de l'émotion, etc. Et faire simplement un culte à la force et à la rationalité, etc. quoi. C'est finalement dans ce sens-là, quoi. Voilà, c'est ça. C'est en tout cas... en fait, je le dis dans les deux sens, parce que effectivement... je sais pas si je m'égare, mais finalement c'est aussi parler à ces hommes qui ont été éduqués par des femmes à qui on a dit ne pleure pas, tu es un homme, tu n'as pas le droit d'avoir d'émotions. Donc c'est à ces hommes-là aussi que je parle, c'est-à-dire que finalement l'amour comme espace politique, c'est essentiel. C'est ce qui devrait fonder les sociétés. On devrait, en tout cas, ce serait souhaitable qu'on se base sur les émotions, les sentiments, et qu'on puisse, au lieu d'être contre et à l'encontre de ça, fonctionner avec, ce qui serait beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide. Et c'est ça que aussi il y a souvent l'évocation de l'eau dans mon travail, mais cette question de la fluidité, en fait, elle est essentielle. C'est surtout ça. Et finalement, dans ce temple, il y a quelque chose évidemment qui pourrait paraître, en tout cas qui pourrait faire sourire, et je ne l'empêche pas du tout. Je trouve qu'il y a Temple of Love, il y a quelque chose aussi d'un peu cheesy, un peu sarcastique, et en même temps c'est un vrai espace, parce que je pense que le rire est aussi une manière d'aborder les choses, et c'est un vrai espace pour questionner en tout cas les émotions, la manière, notre rapport au monde, notre rapport à une institution qui est l'institution d'art ou la galerie d'art, enfin des lieux qu'on habite, qu'on va habiter le temps d'une exposition, comment moi en tant qu'artiste j'habite ce lieu, jusqu'où je vais pour l'habiter, et jusqu'où je trouve aussi des dispositifs pour que les autres l'habitent mieux ou autrement. Il y a aussi cette question-là, parce que
vu qu'on parle de problématiques très systémiques, enfin c'est très ancré, moi mes questions finalement, même en termes de sculpture, elles vont être déplacées sur des hybridations, mais on s'en fiche en fait, mais de design, d'art fonctionnel, d'ateliers, de workshops, de comment on recrée de l'humain, comment on recrée des espaces de mise en relation des êtres humains entre eux aussi. Voilà, c'est là où finalement se loge la fluidité, c'est que tu brises finalement toutes ces catégories et tu crées, c'est très liquide, c'est très fluide et tu mets à mal toutes ces hiérarchies, même au sein même de l'espace d'exposition, qui est un espace, on le sait, encore empreint d'une violence symbolique hyper forte, quoi. Tout à fait. Ce que je tente de faire, en tout cas. Et tu commençais à l'esquisser et c'était la question qui arrivait après. C'est ce que j'aime dans ta pensée, c'est que l'amour devient une réponse politique. Et ça, je trouve ça super fort, quoi. Écoute, je suis pas... je pense que c'est une grande entreprise et en même temps c'est une assez belle idée, je trouve, et en même temps on oublie parfois pourquoi on fait les choses, même dans notre quotidien. C'est juste parce qu'on aime faire ça, on aime boire un café en terrasse, un souvenir de boire un café en terrasse, ou on aime telle ou telle personne, etc. Mais finalement j'ai découvert plein de théoriciennes, Bell Hooks, Audre Lorde, qui finalement, qui sont aussi des littératures qu'on ne lit pas ou qui ne sont pas du tout partagées, ou très peu partagées en France en tout cas, ou petit à petit ça arrive, mais c'est laborieux. Mais du coup, finalement, quand j'ai eu cette idée-là et qu'en fait j'ai découvert en parallèle ces auteurs, ces autrices, ça m'a fait du bien, ça m'a rassurée. Et je pense que en fait l'amour peut être vu comme une sorte de cliché où finalement tout est beau, tout est rose, un peu niais, un peu niais, et c'est un peu l'idée qu'on a de l'amour, et en fait l'amour à la française, parce que ce serait un instant de faiblesse, et encore une fois et voilà, alors que justement moi je crois que je suis dans une promotion de la vulnérabilité, et c'est ce qui se passe aussi dans mes sculptures. C'est-à-dire que c'est toujours une sorte de fragilité. On a l'impression que les choses vont tomber, alors qu'en fait c'est solide, mais en même temps il y a toujours c'est toujours un instant un peu critique où on se demande si le truc tient debout, quoi. Et même moi, des fois, mais justement, j'aime arriver à cet instant-là où les trucs tiennent pas forcément, où c'est en équilibre, et c'est cette vulnérabilité-là qui est finalement le cœur de l'émotion, mais aussi de nos actions, et qui peut donner quelque chose de beau dans une société, je pense. Et est-ce que, pour notre plaisir, tu pourrais... on le fait rarement dans Présente, parce que l'objectif, c'est justement de contourner les pièces, de tourner un peu autour, mais est-ce que tu accepterais de... peut-être d'écrire ou en tout cas raconter une de tes œuvres. J'ai par exemple, tu choisis celle que tu veux. Moi j'avais bien aimé Peau de chagrin, la manière dont tu parlais de Peau de chagrin, mais si c'est pas elle, ce sera une autre. Est-ce que tu as une œuvre comme ça que t'aimes, où tu pourrais nous expliquer tout ton processus, tu vois, de la naissance de l'idée à, tu vois, la conception, la manière dont tu as réfléchi la monstration aussi de cette œuvre. Ça dépend si j'ai beaucoup de temps ou pas. Vas-y, t'as tout ton temps. Parce qu'il y a cette installation Backroom. Ouais. Or How to Vanish, or Could You Explain Me How to Vanish After the Rain, Before the Night. Okay. Avec un titre un peu poétique, même beaucoup. Ouais. Finalement... ça commence, c'est une très très longue, c'est un très très long processus, parce que c'est une œuvre que j'estime pas encore tout à fait terminée. Ça fait 3 ans que je l'ai commencé. Ouais. Et en fait, je trouve que elle est très complexe dans son dispositif, puisque il y a tout un système de mécanique, d'Arduino. C'est plus complexe
c'est une de mes pièces un peu majeures pour moi, importante, qui est aussi dans une complexité de pensée aussi de fabrication. Ok. Donc c'est une installation ? Alors c'est une installation. Donc j'ai commencé par un module. D'accord. En fait c'est des sortes de petits îlots, des petits modules comme ça. Donc c'est des sortes de vasques ou des sortes des vasques en céramique noire. Très, très torturé comme ça, et finalement dedans dans cette cuve il y a des structures en métal vertes qui sont posées dedans, enfin à chaque fois une structure et une image qui est imprimée sur un plexiglas qui est posée avec des petites accroches qui permettent aussi même de les enlever, donc toute une sorte de dispositif. C'est vraiment un truc très modulable, quoi. Modulable et pas modulable, mais en même temps où on voit qu'il y a une possibilité de modulation, de mobilité en tout cas. Et finalement, ce sont des images que j'ai réalisées en Haïti il y a quelques années dans un jardin en pleine nuit. Et il y a juste une lampe assez forte qui dirige la lumière sur une plante que je viens photographier comme ça. Donc c'est comme une sorte de mise en lumière en pleine nuit noire. Presque un spectre comme ça lumineux qui se dégage. Et la plante, c'était quoi comme plante ? Il y a différentes plantes. Mais ça reste toujours des plantes exotiques, évidemment, puisqu'on est dans un jardin haïtien. J'ai pas le nom de ces plantes. Mais en tout cas... C'est des espèces endémiques de... Voilà, tout à fait. Et en fait, il y a de l'eau qui coule sur la paroi, sur la surface de cette image. En fait, donc il faut imaginer le son. Donc il y a 5 modules comme ça qui viennent du coup cumuler des sons d'eau dans l'espace. Et en fait, tout ça est accueilli dans une serre. Une serre agricole d'une dizaine de mètres de long. Donc c'est... Et finalement... on entre dans cet espace-là et il commence à faire chaud. On commence à avoir une sorte de vapeur finalement qui se met en place. On a en tout cas une sorte de chaleur humide, quoi. En fait, l'eau qui est contenue dans les vases est chaude. Et en fait, au contact de des plexiglas va finalement altérer légèrement l'image parce qu'il y a une sorte de peinture thermo-réactive. Ces peintures très stupides, quand c'est chaud, ça réagit. Voilà. Et donc, ça va créer une sorte de légère lumière à l'intérieur de l'image. C'est assez subtil parce qu'on n'est que sur des coulures, quoi. On n'est pas sur un grand jet. On est quand même que sur des gouttes, des coulures. C'est très très fin. Mais ça se cumule quand même. Ça se cumule et ça se cumule. Et donc tu as des strates comme ça qui commencent doucement à poindre. C'est très bien. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très mélancolique, un peu... il y a quelque chose d'assez paradoxal parce qu'on est vraiment dans une sorte d'ambiance tropicale. Et en même temps... on pourrait très bien être à une fenêtre. Moi, j'ai conçu cette œuvre à Amsterdam, dans un endroit où il pleut tout le temps. Oui, c'est clair. Et quand j'étais à la Rex Academy. Et puis, et puis même, je suis née dans une ville où il pleut tout le temps. La pluie, elle a, je sais pas, une sorte de présence inhérente à moi-même. Et en même temps, il y a quelque chose de très mélancolique. J'ai même ces souvenirs on peut pas jouer dehors, on peut rien faire. Un peu. Et en même temps, quelque chose de très
quelque chose qui conserve une sorte de réconfort, de se dire on est à l'intérieur, enfin en tout cas il y a un rapport assez étrange à l'eau, et moi que j'aime beaucoup en fait. Bon, je sors un peu de mon histoire, mais finalement c'est des choses qui m'inspiraient, de voir l'eau en mouvement, c'est quelque chose que je trouve très apaisant, il y a quelque chose de très hypnotique. Ouais. Et finalement, j'avais envie d'inclure cette idée de contemplation, ou de quelque chose qui a un temps propre à lui-même. Tu disais aussi que ton travail avait un lien aussi, tu construisais presque des écosystèmes. Et tu vois, quand tu parles de on entend, on ressent, tu vois, cette chaleur, cette humidité, tout ça. Enfin là, on est vraiment, on pénètre vraiment dans un écosystème en soi, quoi. Oui, tout à fait. Où tout est relié, finalement. Oui, il y a il y a une interconnexion entre chaque îlot. Et finalement, ça crée un vrai monde, mais complètement artificiel aussi. En plus, ouais. Donc, qui parle aussi de notre rapport au monde. Moi, je parle d'un post-romantisme, en fait. Je sais pas, j'ai inventé un peu ce truc. Comment tu le définis ? Mais en fait, c'est vraiment cette relation après le romantisme, après cette volonté de vouloir contrôler la nature, ou d'avoir une sorte de relation un peu sensuelle à la nature, mais qu'en même temps on veut complètement défoncer, parce que c'est le côté colonial quand même, faut pas oublier. Donc on l'aime, mais on la défonce quand même. Là, c'est un peu le deuxième effet. Elle n'existe plus, elle n'est qu'une représentation. C'est un peu une sorte de scénario apocalyptique. Où en fait elle n'est plus qu'une image, et on va nourrir des images, on va leur donner de l'eau, on va prendre soin de ces images. Et tout l'aspect hyper nostalgique aussi, quoi. Voilà, d'une nature, voilà. Et il y a quelque chose de complètement absurde, parce que tout ce dispositif il est hyper fragile. Quand je suis invitée à le présenter, ça demande un soin en plus, quotidien, de remplir les vasques, d'être vraiment... Donc en fait, voilà, il y a toute une sorte d'absurdité qui se met en place, et un scénario en soi post-apocalyptique, quoi. C'est trop bien. Je m'en veux pas. Je suis contente que t'aies pris le temps de nous expliquer. Et t'as commencé à esquisser, t'as commencé à parler d'Haïti. Et j'avais une question là-dessus. J'ai cru comprendre qu'Haïti avait une place considérable dans ton travail. On peut même dire que ce pays est devenu un sujet d'étude pour toi. Je crois que cela fait suite à un voyage que tu as réalisé là-bas il y a quelques années. Ce voyage a été un choc pour toi. Qu'est-ce qui t'a autant marqué ? Alors, la première fois que je suis allée en Haïti, c'était en 2012. C'était 2 ans après le tremblement de terre. Faut savoir que déjà, ma mère est née en Haïti, donc je suis haïtienne. J'avais jamais... Enfin, elle n'est jamais retournée, donc moi je n'y étais pas allée. Et donc je suis allée par mes propres moyens, un peu de manière rebelle. Et donc je pense que ça joue aussi, parce que c'est plus d'effort, quoi. Oui, voilà. C'est pas comme si c'est quelque chose qu'on t'avait donné. Voilà, qu'on m'offre. C'était vraiment une décision personnelle. Et en fait, ça a été très choquant, parce que j'ai vu un pays dévasté, j'ai vu un pays complètement détruit. J'ai été choquée, en fait. J'ai été profondément traumatisée par ce voyage. Je m'en suis pas rendu compte. Je pense que même en travaillant sur ce sujet, c'était une manière d'exprimer en fait ce choc. C'était violent, mais aussi une violente beauté aussi, de personnes que j'ai rencontrées, de paysages, enfin voilà, très mitigé, très, très contradictoire. Et j'ai reconnu beaucoup de choses dans ce que j'étais, ou dans ma manière de voir le monde, ou même dans ma pratique artistique, que j'ai pu connecter, en fait. Et finalement, c'est devenu un sujet d'étude, c'est tout à fait juste. Et en même temps, une sorte d'idée de presque autobiographie, auto-ethnographie. Voilà. Où finalement, je subjective ma propre identité au travers de ce sujet d'étude.
tout en le fantasmant, tout ce que ça implique en fait, ce manque d'identité. Parce que c'est aussi, je pense que avec la distance là, je commence à peut-être mettre d'autres mots que je n'avais pas à l'époque sur les premiers films que j'ai faits, notamment Cric Crac, qui est une trilogie un peu longue comme ça sur le vaudou. Au travers aussi de l'histoire du cinéma américain, de comment il a été stigmatisé et comment il est vu aujourd'hui par la diaspora, par exemple. Et en fait, oui, avec la distance, je me rends compte qu'en fait, c'était une sorte d'auto-ethnographie et avec la relation que j'ai à l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a cette question de la micro-histoire qui est en fait très synégétique, c'est-à-dire que je vais partir de détails très subjectifs qui sont les miens, qui sont mes rapports à ce monde, mes rapports à ce pays, pour ensuite en découler, en faire ressortir des idées plus grandes, des moments d'histoire qui pourraient finalement exister ou être mis en lumière parce qu'ils ne le sont pas par l'histoire française ou par l'histoire en général. Donc ouais, c'est devenu une inspiration aussi incroyable. C'est assez fort. J'ai l'impression, mais tu vois, j'aime bien le fait que tu parles de... Enfin, j'ai l'impression que tu parles de subjectivité. Enfin, tu vois, le fait que tu parles de sentiments qui te sont propres et que tu construises comme ça aussi une narration par rapport à tout ça. Et je trouve ça d'autant plus juste parce que ça justement ça permet de rester dans une espèce de justesse là où si tu prends la parole pour d'autres ou si tu essayes d'englober tout un discours et d'en faire un unique discours, là évidemment c'est plus compliqué quoi. Oui, puis finalement c'était pas le but. Le but c'est en fait c'est bon, j'ai beaucoup lu sur l'histoire d'Haïti, évidemment, mais finalement, c'est un mélange entre deux choses, c'est-à-dire que c'est ma part subjective qui a cette relation au monde, cette relation à ce pays, et qu'est-ce que c'est que l'histoire ? Qu'est-ce que c'est que l'histoire avec un grand H ? Comment on peut passer au travers de certaines histoires finalement qui sont essentielles dans l'histoire de l'humanité et qui ne sont pas dont on ne parle pas. Donc c'est vrai que il y a cette question d'amour finalement et c'est déjà je pense que voilà la micro-histoire où par exemple des auteurs comme Sebald ont mis assez bien en lumière ce genre de questionnement entre quelque chose de très intime, de très personnel, de très émotionnel et une histoire qui les dépasse en fait. Bien sûr. Donc c'est un petit peu ça que j'essaie de faire avec mon propre récit. Et c'est là aussi où on peut à nouveau faire un lien avec la question de l'écoféminisme, ou le care, finalement, je ne sais pas quel rapport t'entretiens avec ce concept-là, mais le care est hyper présent, enfin, le fait de prendre soin, etc. Et j'ai l'impression que c'est aussi une volonté qui est hyper forte chez toi, enfin, de tout ce que tu dis, tu vois, de prendre soin aussi de la parole, de l'histoire. Et avant qu'on commence l'interview, tu parlais aussi, tu me racontais que tu avais fait une espèce de performance, enfin que tu avais fait donné une conférence à Montpellier et tu parlais aussi de la question par rapport à ça de la représentation et notamment la représentation des femmes noires, tu vois. Et dans tu vois, moi ce que je me dis dans ce truc de prendre soin, du care, de valoriser en fait des histoires qui en fait ont été totalement mises de côté quoi. Oui, parce qu'en fait le soin c'est aussi finalement la publicité ou en tout cas la manière de voir certains corps est rabâchée d'une certaine manière et donc finalement le soin qu'on peut prendre aujourd'hui c'est de rééquilibrer ça, de réévaluer, de remettre à plat et de re-questionner ce qu'on nous montre et pourquoi on nous le montre. Évidemment en fait prendre soin c'est une question qui est finalement évidente
dans des questions d'un temple de l'amour. En fait, c'est surtout la question de désinvisibiliser, de rendre visible. Finalement, j'ai inventé un mot. On avait tout compris, c'est l'essentiel finalement. Mais et de redonner un pouvoir, une parole, un espace d'existence en fait, juste propre à moi-même et à certaines personnes, parce que je me rends compte qu'on n'est pas nombreuses à pouvoir avoir cette possibilité de montrer son travail, de dire ce qu'on a à dire. Donc en fait, j'essaie d'en profiter pour soit inviter d'autres personnes, parce que c'est aussi le principe de Temple of Love, c'est d'avoir des invités, voilà, un espace collaboratif, de ne pas être la seule à parler, de donner un espace de visibilité à d'autres. Et puis prendre soin d'eux et essayer de réétablir un équilibre, ce qui n'est pas encore le cas, mais bon. Je pense que ce qui m'attire finalement dans ton travail, c'est que toutes tes influences t'entraînent loin du cartésianisme et du binarisme qui sont des lectures du monde typiquement occidental et qui sont productrices d'inégalités. Tes œuvres sont des louanges à la magie, à la mythologie, à l'erreur, aux monstres et aux marges. Tes installations deviennent en fait des sortes, enfin moi je les conçois comme ça, des sortes d'espace-temps inclusifs et bienveillants, quoi. C'est très joliment dit. Merci. Il me semble qu'il est important pour toi que tes spectateurs et spectatrices activent tes œuvres si elles veulent pleinement jouir de tous leurs aspects. Tu réclames une certaine part de responsabilité à ton public. Et voilà, enfin, c'est une question que je voulais te poser. Enfin, comment tu réfléchis justement à cette... J'aime bien le fait de se dire que ton public doit être responsable vis-à-vis de ton travail aussi, tu vois, qu'il doit être actif, quoi. Mais je crois que c'est un peu... c'est une idée que... C'est une idée assez politique, en fait, d'être responsable. En tout cas, c'est pas que politique, dans le sens... Bon, c'est politique dans le sens où c'est la police, c'est les gens, et les gens, finalement, ont tous une part de responsabilité, juste prendre en charge leurs émotions, par exemple. Enfin, sans parler de grands mots, ou dire on doit être responsable comme des adultes un peu chiants, mais non, en fait, juste... effectivement... en tout cas, je les invite à parfois être dans un inconfort ou en tout cas revisiter la manière dont ils ont l'habitude de voir les œuvres ou l'habitude de voir... visiter une exposition. Visiter une exposition ou la question finalement du divertissement, des limites du divertissement, C'est toujours très complexe parce que moi j'aime beaucoup l'idée de... Je pense qu'il y a quand même une idée un peu Enfin, j'ai pas envie d'inculquer ou d'éduquer le public, mais en tout cas j'aime partager des idées, des informations ou des savoirs. En fait, je trouve que l'idée de partager des savoirs, j'aime beaucoup cette idée, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup me dire qu'on apprend quelque chose quand on est dans une exposition. Après, ça n'empêche qu'on peut aussi juste jouir des formes, quelles qu'elles soient, même si elles ont un langage qui veulent dire, qui ont un langage sous-jacent. Et finalement, c'est toujours créer une sorte d'équilibre entre une forme d'élitisme et un espace très populaire qui serait pour tous. Et ça, c'est vraiment l'enjeu tout le temps... d'essayer d'être le plus inclusif possible. C'est ça. Mais c'est marrant parce que tu commences le premier truc dont tu as parlé en répondant à cette question, c'est tu as parlé de police. Enfin, tu vois que... Et tout de suite, moi, quand on me dit police, je pense plus à une restriction de liberté, alors qu'en fait, quand je parle de responsabilité et de responsabiliser ton public, j'ai l'impression qu'au contraire, tu lui offres 1000 fois plus de liberté, en fait, tu vois. Le fait qu'il soit... en fait, ça ne matche pas si lui-même active pas ton travail, tu vois. C'est que
je sais pas comment m'exprimer, c'est un peu problématique, mais tu vois, j'ai l'impression que ton public, il doit faire une part du chemin, tu vois, une partie du chemin. Mais après, je l'invite, après, il fait ce qu'il veut. En fait, moi, j'ai pas... c'est pour ça que c'est un mot quand même assez fort, la responsabilité, dans le sens où moi, j'ai juste envie qu'on se retrouve quelque part. Ouais. J'ai envie qu'on partage quelque chose de commun, et ça peut être à n'importe quel endroit, au carrefour de plusieurs choses. Et je suis pas trop... J'aime pas ce truc un peu d'autoritarisme, de dire vous devez faire comme ça. En fait, justement, il y a plusieurs portes dans mon travail et on utilise celle qu'on veut. Et il y en aura une qui est plus complexe qui va plus, appeler à une stratification de références littéraires ou intellectuelles ou théoriques, j'en sais rien. Il y a une autre porte qui va être beaucoup plus liée aux formes, à une sorte de sensualité plus émotionnelle. Il va y avoir une porte qui est plus liée à une histoire anecdotique. Enfin, je pense qu'il y a plein de manières de rentrer. Voilà. Et après, je pense qu'il y a toujours... en fait, c'est juste que je pense qu'il faut qu'il y ait l'amour, ou en tout cas une volonté de s'engager un petit peu, ou d'être... de pas être passif. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. Plus qu'une responsabilité, tu réclames plus un engagement, quoi. Ouais, une sorte d'activisme. Oui. On arrive à la fin de cet épisode. J'ai une tradition dans Présente, je ne sais pas si tu es au courant, mais je demande systématiquement à la fin de chaque épisode si mon invité réussit à vivre de son travail. Alors, je peux dire fièrement que je peux vivre de mon travail. Pas depuis si longtemps que ça, et ça reste à voir chaque 3 mois, on va dire. Mais non, là, j'arrive à vivre de mon travail. Trop bien. Merci Léa d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de me recevoir. C'était donc le 20e épisode de Présente. Merci de l'avoir écouté. Un grand merci également à David Walters d'avoir accepté que j'utilise sa musique pour le générique, comme d'habitude. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine, comme prévu. Pendant ce confinement, je fais un épisode par semaine exceptionnellement. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.